il y a quelque chose qui n'a pas encore varié au niveau de la tête de notre Premier ministre, qu'il est au pouvoir, il n'est plus dans l'opposition. Il se comporte toujours comme étant un opposant de l'ancien régime. Et je pense qu'il oublie qu'il incarne l'État. Ce qu'il disait hier n'avait pas d'impact sur la perception que des organisations de notation ou des organismes internationaux pouvaient avoir par rapport au Sénégal. Aujourd'hui, il engage la parole de l'État. Ça veut dire que même s'il dit des choses qui sont fausses, ces choses ont un impact aujourd'hui sur la crédibilité de l'État, de ses chiffres, et aussi sur sa capacité à pouvoir rembourser les dettes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est passé de B1 à B3 au niveau de Moody's. Ça veut dire que nous sommes un pays à risque. Bonjour chers téléspectateurs de Global Africa Télé Sud, bienvenue dans votre émission Tumulte. Nous recevons aujourd'hui Kadia Lenoba, membre de la commission finance de PASTEF, et Malik Youm, responsable France du parti Taxawu de Khalifa Sall, ou si vous le voulez de Barthélémy Diaz. Qui en est membre aussi. Qui en est membre aussi, voilà. Donc nous allons aujourd'hui parler du rapport de la Cour des comptes. Un rapport qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui au Sénégal, étant donné que Moody's y a mis sa touche en dégradant les notes du Sénégal. Bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, Kadia Lenoba, comment avez-vous reçu ce rapport des Cours des comptes ? Merci déjà. Ce rapport, j'ai pas été surpris, on va dire, des révélations qui ont été faites par ce rapport, parce que, comme nous le savions, on pouvait douter en fait de la fiabilité des informations qui ont été fournies par l'ancien gouvernement, à savoir, si on remonte un petit peu pendant la période de la crise en 2020, on avait suspecté. Certains économistes avaient vu que le taux de croissance, en tout cas la croissance du PIB au Sénégal, n'était pas forcément en adéquation par rapport à la situation économique. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité au Sénégal, mais il y a quelqu'un qui corrobore même ces dires, c'est le maître de conférence Khadim Bamba-Diagne, que je suis particulièrement, qui le disait même à l'époque qu'on pouvait douter, en tout cas, d'un pays comme le Sénégal, une petite économie qui affiche un taux de croissance, alors que dans le monde entier, il y a une récession. Donc ça, ça pouvait donner des indices. Donc la sortie du Premier ministre en septembre 2024 aussi ne faisait que renforcer cet avis que nous avions déjà. C'est lorsqu'il a dit qu'il y avait un compte avec 1 000 milliards là-dedans, c'est ça? Oui, alors le compte, c'est un des éléments. C'est que ça, c'est quand même lourd, hein? Oui. Comment on fait pour avoir 1 000 milliards dans un compte, alors que 1 000 milliards, c'est quasiment la moitié des budgets de la plupart des pays africains? On sait maintenant à quel compte il faisait référence. C'est le compte Cap Gouvernement, donc, dont les transactions qui ont pu passer dans ce compte s'élèvent à plus de 1 000 milliards. Mais pour revenir à votre question de manière beaucoup plus globale, ce rapport, en fait, ne nous surprend pas, mais c'est plutôt sur quoi il nous renseigne, c'est plutôt sur la méthode, en fait, qui a été mise en place par l'ancien gouvernement pour, on va dire, faire un maquillage des comptes, des données financières de l'économie du Sénégal. Donc moi, je dirais que, effectivement, l'ampleur aussi, ça nous renseigne aussi sur l'ampleur, parce qu'on ne s'imaginait pas qu'on était déjà à 100% d'endettement du PIB. Donc c'est une dette cachée. Oui, c'est une dette cachée, on le savait bien, mais là, le rapport de la Cour des comptes est allé un peu plus loin dans le détail, parce que la Cour des comptes a pu faire un travail, on va dire, de manière un peu plus exhaustive. Mais moi, je pense que le pire reste à venir, parce que si on lit un peu le rapport de la Cour des comptes, dès
dès l'introduction, il nous dit que il ne s'occupe pas de la commande publique ni aussi du secteur parapublic. Donc, et aussi dans le rapport, il y a des données qui manquent parce que, par exemple, la direction des douanes n'a pas donné certaines informations, la DGI, la direction générale des impôts et des domaines aussi, n'a pas donné certaines informations sur les dépenses fiscales. On y reviendra. Malick Youm, dites-nous, comment avez-vous accueilli ce rapport qui fait beaucoup de bruit, hein, parce que les sommes, la dette est quand même énorme. D'ailleurs, merci de m'avoir invité. J'en profite pour saluer mon petit frère, peut-être mon neveu, Kadiali. Donc c'est avec plaisir que je suis venu participer à cette émission-là. Je ne partage pas sa vision, non pas parce que je suis de l'opposition, mais c'est juste une question de bon sens. Il a parlé d'ailleurs du taux de croissance du Sénégal qui serait élevé alors qu'il y a une crise mondiale. Les deux sont décorrélés. On peut être un pays X, donc un pays en voie de développement ou sous-développé, avoir un taux de croissance relativement important, et cela n'a strictement pas grand-chose à voir avec la situation des taux de croissance enregistrés à l'échelle des pays. Oui, oui, tout dépend, parce que le PIB du Sénégal peut être décorrélé, et souvent d'ailleurs même décorrélé au PIB qu'on peut trouver aux États-Unis, ailleurs. Bon, ça, ce sont des discussions qui sont accessoires. Alors ce rapport-là, pour moi, c'est un rapport qui n'a aucun sens, qui me pose des problèmes au niveau éthique, qui me pose des problèmes au niveau de la fiabilité, pour plusieurs raisons. On peut discuter des chiffres, mais je crois que c'est accessoire, les gens en ont tellement parlé, mais je trouve les écarts tellement grossiers que cela me paraît totalement impossible. Alors, on peut changer des méthodologies, etc., mais je vais me poser juste des questions très simples. Les comptes du pays passent toujours, en fin de compte, au niveau de la Cour des comptes. Et la Cour des comptes fait la validation. Il y a la DIC aussi. Oui, pardon. Il y a beaucoup d'organismes de gestion. Oui, mais je veux dire, la Cour des comptes, voilà, la Cour des comptes vérifie les comptes et les valide. Alors, cette même Cour des comptes qui a validé pendant plusieurs années, d'un seul coup, nous sort un rapport, non signé d'ailleurs, je crois que l'honorable Aïssata Tall Sall l'a rappelé, qu'il s'agissait d'un rapport non signé. Pour moi, c'est une commande politique pour justifier l'inaction d'un gouvernement et son incapacité à pouvoir faire face aujourd'hui à la demande sociale pour des raisons... Mais ce gouvernement n'est là qu'il y a quelques mois, pour ne pas dire un an, oui. à peine. Oui. Et comment a-t-elle fait pour manipuler ces notes-là, à quel dessein, alors que la dégradation de la note par Moody's est bien réelle? Alors la dégradation de la note par Moody's n'a pas de corrélation directe avec la situation réelle du pays. L'économie a une dimension qui est une dimension fiduciaire. Ça veut dire que donc c'est fondé sur la confiance. Moody's va donner une notation par rapport à des éléments qui sont des éléments chiffrés, mais par rapport à une perception. Quand le Premier ministre du Sénégal sort pour dire que le Sénégal est un pays en ruine, ce n'est pas l'opposant qui parle, c'est le Premier ministre du Sénégal, donc qui engage l'État du Sénégal. Quand un rapport, qui est un rapport provisoire, sort et que le Premier ministre appelle toute la presse internationale pour dire que les chiffres sont maquillés, etc., le résultat il est très simple, ça veut dire que donc la confiance, elle s'effrite. Et dans son intervention, lors d'ailleurs de cette fameuse conférence de presse, il disait vous allez voir que quand la Cour des comptes va voir ce rapport-là, non seulement il va le confirmer, mais il vous sortira une situation beaucoup plus grave. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Pour moi, c'est une commande politique qui n'a aucun sens, qui pose non seulement le problème de la crédibilité des chiffres, mais de la crédibilité des institutions. Alors, Kadiali Noba, Malick Youm nous dit ici que pour ses besoins de chasse aux sorcières, le Premier ministre du Sénégal a attiré l'attention des institutions de notation qui ont dégradé les notes du Sénégal.
Merci. Je vois que Malik, mon grand frère Malik, jette le discrédit sur le rapport de la Cour des comptes en parlant de commande publique. Non, aussi sur le Premier ministre qui discrédite les finances sénégalaises et qui fait qu'on saisit au banc, Moody's et d'autres vont saisir au banc pour dire que ce n'est pas un pays sur lequel il faut compter. Il ne faut pas aller investir là-bas parce qu'on a dit que le pays est en ruine. Et ce n'est pas dit par n'importe qui, c'est dit par le Premier ministre quand même. C'est un point de vue que je respecte, mais ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais bien que Malik nous explique, c'est que quelle aurait été son attitude s'il était Premier ministre du Sénégal. Vous arrivez au pouvoir à peu près, on va dire, moins d'1 an. Vous trouvez des finances catastrophiques, ça il faut le dire, c'est ça, et des chiffres qui sont truqués, maquillés, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur les irrégularités, parfois sur les règles de procédure, les chiffres qui ont été en tout cas communiqués par l'ancien gouvernement à nos partenaires financiers déjà, ça pose déjà la fiabilité en fait de nos institutions. C'est-à-dire que est-ce que quand on mesure cette ampleur, quand on regarde cette ampleur en tout cas de manipulation des chiffres, qu'est-ce qu'il aurait fait, lui? Est-ce qu'il aurait, à un moment donné, se posé la question de dire que bon, je vais me lancer dans cette continuité, en jouant sur les chiffres, ne pas dire la vérité aux Sénégalais d'abord, parce que c'est un exercice de vérité, et ce gouvernement... Oui, mais la Cour des comptes aurait pu s'en charger, tout simplement, et non pas politiser ce débat-là, pour donner une crainte, parce que là, les chiffres ne sont plus sincères. L'économie sénégalaise manque de fiabilité aujourd'hui. Oui. C'est une réalité, parce qu'il y a eu la politisation, justement, de la situation. Moi, je suis étonné qu'on ne soit pas du même avis, parce que là, c'est une analyse purement politique. Mais je pense que si on a une analyse objective, en tout cas, de la situation, on peut se mettre d'accord sur une chose. La Cour des comptes, c'est une institution qui fait partie du pouvoir judiciaire. Donc il serait étonnant qu'aujourd'hui Malik nous vienne nous dire que la Cour des comptes, doutez même de la fiabilité de la Cour des comptes. Donc vous dites en substance que les magistrats de la Cour des comptes ont agi sur commande du Premier ministre. C'est ça que vous dites. Alors, permettez-moi de continuer s'il vous plaît. Ça, je suis en désaccord total avec vous. Ensuite, vous avez parlé de dire que la Cour des comptes s'est dédiée en quelque sorte. Mais l'exercice aujourd'hui qu'a fait la Cour des comptes, c'est un exercice différent de ce qu'on appelle la certification des comptes annuels de chaque année. De l'État. Aujourd'hui, l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, c'est un exercice inédit. On ne l'a jamais fait. D'une ampleur inédite aussi au Sénégal, parce que c'est une obligation, nous le savons bien, et que la Cour des comptes a fait des investigations qui vont au-delà des documents qui ont été envoyés par l'État du Sénégal. Parce que la Cour des comptes s'est adressée, si vous avez bien lu le rapport, aux différentes banques qui sont au Sénégal pour leur demander quelles sont les dettes que vous avez contractées avec les différentes structures de l'État du Sénégal. Et donc, il ressort de ces informations, après, effectivement, diagnostic, il ressort de ces informations qu'il y a des chiffres qui n'ont pas été communiqués à nos partenaires. Donc ça, c'est clair. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, si vous doutez de ces informations... Effectivement, il est dit dans le rapport qu'il y a eu des dépenses des variations notées dans des situations produites, par exemple, par la DODP. Alors, je vais répondre, mais en lui répondant, je vous réponds aussi en même temps. Alors, il nous dit, la Cour des comptes dépend du ministère de la Justice. Oui. Et donc, pourquoi je remettrais en question la fiabilité de la Cour des comptes? La fiabilité des chiffres et la fiabilité de la Cour des comptes. Mais vous avez répondu en disant que chaque année, c'était bon jusqu'à cette année. Voilà, donc cette Cour des comptes est une institution qui n'a pas été inventée ou créée par le nouveau régime. Ça a toujours existé. Et ensuite, je rectifie... Depuis 2012. Oui, je rectifie quelque chose. La reddition des comptes, à chaque fois qu'il y a eu... après les élections, il y a toujours eu une reddition des comptes. Oui. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors je vais juste non, mais on peut parler de détails, pousser les choses, rentrer dans des granularités qui n'ont pas tellement d'importance. Mais ce que je veux simplement dire, c'est alors je vais répéter ce que nous disait le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Parce que je pense en réalité qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore varié au niveau de la tête de notre Premier ministre, qu'il est au pouvoir, il n'est plus dans l'opposition. Il se comporte toujours comme étant un opposant de l'ancien régime.
Et je pense qu'il oublie qu'il incarne l'État. Ce qu'il disait hier n'avait pas d'impact sur la perception que des organisations de notation ou des organismes internationaux pouvaient avoir par rapport au Sénégal. Aujourd'hui, il engage la parole de l'État. Ça veut dire que même s'il dit des choses qui sont fausses, ces choses ont un impact aujourd'hui sur la crédibilité de l'État, de ses chiffres, et aussi sur sa capacité à pouvoir rembourser les dettes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est passé de B1 à B3 au niveau de Moody's. Ça veut dire que nous sommes un pays à risque. Nous sommes un pays à risque. Qui ça fait veut dire faire que le les crédit va coûter... ça va coûter oui, l'endettement, pour lever les fonds aujourd'hui, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Voilà, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Ça veut dire que c'est une parole qui a un coût. Et donc, je reviens en disant, donc, je vais... oui, mais n'oubliez pas de nous dire aussi, parce que le rapport dit qu'il y a des écarts dans les prêts entre le DODP et la TOF quand même. Il y a des écarts considérables. Je veux bien qu'il vous explique. Non, mais je vais juste... alors, moi, je n'ai pas vocation à défendre les chiffres de Macky Sall, de l'ancien régime, etc. J'étais un opposant de Macky Sall, comme aujourd'hui je suis un opposant de l'actuel régime. Donc je parle en ayant une posture qui est une posture citoyenne, qui n'est pas forcément une posture de citoyen. J'aurais bien aimé pouvoir dire oui, l'actuel régime a raison. Mais je vais répéter ce que disait le Premier ministre du Sénégal, qui va balayer, en tout cas ce qu'il considère comme étant le fondement de la crédibilité de la Cour des comptes, en disant que ça dépend du ministère de la Justice. Le Premier ministre du Sénégal nous disait: le ministre de la Justice du Sénégal n'est pas une autorité judiciaire, mais une autorité administrative. Moi, en tant que chef du gouvernement, si je lui donne des ordres, il l'exécute. Il l'a dit publiquement. Donc, une institution qui est sous la responsabilité du ministre de la Justice n'a pas forcément l'indépendance, en tout cas, que vous voulez bien lui donner. Donc ça, c'était juste pour répondre à ce que vous... Non, c'était juste pour répondre à ce que vous prenez comme... Vous faites de la confusion entre deux institutions qui n'ont rien à voir. Dans l'architecture juridique, en fait, et institutionnelle du pays. Je veux dire, vous avez tout simplement... Mais vous faites l'amalgame, en tout cas... Non, je ne fais pas d'amalgame. Non, je réponds juste à une question, à quelque chose que vous avez dit. Vous m'avez dit que la Cour des comptes dépend du ministère de la Justice. Je vous dis tout simplement que le ministère de la Justice n'a pas l'autonomie que vous dites, et votre Premier ministre l'a bien dit de manière très claire. Dépendait du ministère de la Justice. D'accord. J'ai dit du pouvoir judiciaire. C'est deux choses différentes. Oui, mais... Voilà. Les mots ont un sens. Oui, mais écoutez... Non, mais je vous dis que les mots ont un sens. Quand on parle du pouvoir judiciaire, la Cour des comptes fait partie du pouvoir judiciaire. Voilà. Si vous lisez la Constitution sénégalaise, c'est assez clair. Et que le ministère de la Justice fait partie du gouvernement. En tout cas, si... mais non, vous savez, le ministère de la Justice fait partie de l'exécutif, mais les procureurs sont, par exemple, sous la responsabilité du ministre de la Justice. Et votre Premier ministre l'a bien dit. Oui. Alors que les procureurs font, en tout cas dans l'architecture constitutionnelle, appartiennent au pouvoir judiciaire. Tout à fait. Donc, cette espèce de cordon ombilical que vous voulez couper comme ça n'existe pas. Mais je veux simplement dire, moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est l'importance des écarts. Où on passe du simple au double. On passe de 60, à peu près 70-72% d'endettement à presque 100%. Alors on a un rapport de la dette par rapport au PIB qui passe à peu près d'un peu moins de 5% à 12%. Les écarts sont très, très, très importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le FMI et la Banque mondiale ont des représentants au Sénégal. Justement, vous me permettez, parce qu'on va bientôt finir cette première partie, que je rebondisse avec qui prendra en compte justement vos dernières préoccupations. Comment se fait-il que le FMI et la Banque mondiale, partenaires internationaux du Sénégal, n'ont pas vu ce gap? Parce que les chiffres ont été cachés. C'est aussi simple que ça. Parce que là, aujourd'hui, les chiffres qui viennent gonfler quand il dit l'endettement du Sénégal, c'est l'endettement par rapport au secteur bancaire local. C'est aussi simple que ça. C'est que on peut divaguer, on peut parler des chiffres. Vous dites que l'écart vous pose problème.
mais c'est la réalité. En tout cas, est-ce que c'est pas aussi, excusez-moi, oui. Est-ce que ce gap-là n'est pas dû au fait qu'on a eu, pendant Macky Sall, oui. la Covid, la gestion de la Covid, deuxièmement, la crise malienne, oui. Qui a pesé sur l'économie malienne. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer, ça ne peut pas, ces deux situations qui ont fortement pesé sur les économies de la région, surtout par rapport au port sénégalais, les liens avec le Mali, est-ce que ce gap n'est pas dû à ces deux phénomènes qui ont été... Je ne saurais l'expliquer, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est nous faisons les constatations. Peu importe qu'il y ait eu ces crises, ce qui est en doute ici, c'est la fiabilité, la traçabilité. Ça veut dire qu'il y a eu des endettements de la part de l'État du Sénégal qui n'ont pas été retracés. Et que quand vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des informations, il y a même des discordances entre les différents ministères, les différentes directions du ministère des Finances, les informations qui sont contenues dans ce qu'on appelle le tableau des opérations financières de l'État et les informations qui sont contenues également au niveau en fait, des différents ministères. Donc là, c'est juste une question parfois d'outils de gestion de la dette. C'est-à-dire que beaucoup de directions se sont endettés pour le compte de l'État du Sénégal sans pour autant qu'il y ait un outil où on centralise toutes les dettes de l'État du Sénégal. Donc c'est un problème. Donc aujourd'hui, pour moi, si on essaie de remettre ça en cause, on peut le faire. Là, j'ai bien entendu Malik quand il parle. Je pense qu'il a un problème avec le Premier ministre parce que tout son discours... Je vais revenir sur un point. Mais j'aimerais bien quand même... Au Congo, quand il y a eu une dette cachée, c'est le FMI qui l'a découvert. Mais pourquoi au Sénégal, c'est la Cour des comptes qui travaille également avec les institutions internationales qui tirent sur la sonnette d'alarme plus tôt quand même que nos institutions. Mais est-ce qu'aujourd'hui les institutions, quand par exemple, je vous donne un exemple, si une direction de l'administration sénégalaise, il y a ce qu'on appelle, si une direction de l'administration sénégalaise part contracter une dette auprès d'une banque locale, et sans pour autant remonter cette information dans la documentation de l'État, est-ce que le FMI ne travaille que sur la base des documents qu'on lui donne et des dettes qu'on a contractées vis-à-vis du FMI. Mais il ne travaille pas en fait sur la base des documents les dettes qui ont été contractées dans le secteur bancaire. Merci beaucoup, merci. On se retrouve dans quelques instants. On se retrouve dans quelques instants dans la deuxième partie de notre émission Tumulte qui porte sur le rapport de la Cour des comptes du Sénégal où un trou financier béant a été découvert. N'oubliez pas, entre-temps, de vous abonner à notre page YouTube pour faire partie de ceux qui auront la primauté de la notification de nos émissions. À tout de suite. Nous revoici dans notre émission avec toujours... Malik Youm, responsable France du parti Taraou, c'est se mettre debout, être prompt. Porter secours. Être prompt, être là, quoi. C'est ça. Voilà, donc de Khalifa Sall et de Kadjali Noba, membre de la commission finance de PASTEF. Alors, Kadjali, on vous laisse développer votre assertion de tout à l'heure. Oui, non, je disais juste que là où j'en terminais, c'était que Malik répondait toujours en faisant allusion au Premier ministre de l'État du Sénégal, alors que là, la question qui se pose, ce n'est pas la personne d'Ousmane Sonko qui compte, mais ce qui compte, c'est ce que dit Ousmane Sonko. Et comme il l'a dit dans sa déclaration de politique générale, c'est un discours de vérité que nous voulons aujourd'hui. Changer de paradigme dans la manière de faire de la politique. Donc peut-être vous êtes de la vieille école, puisque vous êtes un peu plus âgé que moi. Donc les références ne sont pas pareilles, mais je pense que si nous ne disons pas aujourd'hui la vérité, cette situation va nous rattraper, quoi qu'il en soit. Donc autant prendre les devants, faire ce qu'on doit faire pour l'État du Sénégal, c'est-à-dire prendre les mesures qui s'imposent pour redresser le pays. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez entendu les différentes annonces qui ont été faites récemment, notamment sur la situation de la fonction publique, les personnes qui sont employées. Donc, dans la fonction publique, il faut revoir notre millefeuille, on va dire, de l'administration, parce qu'on voit bien qu'entre 2019 et 2023, les dépenses de salaire pour la fonction publique ont été quasiment doublées. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et aussi, je le disais tantôt, sur les dépenses fiscales,
On voit qu'il y a pas mal de dépenses fiscales qui sont accordées par l'État du Sénégal. Dans le même temps, le Sénégal part sur les marchés pour s'endetter. Donc il faut travailler en interne sur ces dépenses fiscales, voir les solutions qu'on peut trouver. Parmi les solutions, on peut dire qu'il y a faire un audit pour les entreprises qui méritent ces exonérations, qui doivent avoir ces exonérations. Il n'y a pas un problème, on va leur accorder ces exonérations par rapport aux textes qui sont en vigueur. En revanche, pour les entreprises qui ne sont pas en phase avec les textes, on doit revoir ces exonérations. Ça permettra de dégager des marges de manœuvre. Et aussi, ils l'ont bien dit, aujourd'hui, pour le rappeler, aucun texte n'a été voté à l'Assemblée nationale, mais le Code général des impôts doit être appliqué dans toute sa rigueur. Et donc, parmi ce Code général des impôts, on peut dégager encore des recettes. Donc, ce qui me fait dire que si l'État est sérieux, comme nous le savons dans les autres pays, il n'y a aucun problème à ce qu'on puisse trouver des ressources budgétaires pour combler en tout cas nos... Merci Kadjali. Je vais revenir à Malick Youm. En 2022, à propos de Soukouk Sogepa, il y a eu un reliquat non versé au Trésor public sur les emprunts obligataires. Il s'agit d'un trou de près de 115 milliards. Ça, c'est pas une vue de l'esprit. Alors là, comme je vous ai dit, je n'ai pas vocation à défendre l'ancien régime, etc. Donc j'ai ce recul donc, par rapport à tout ça. Quand je parle de problème de fiabilité, je me suis largement exprimé là-dessus, à la fois du point de vue de l'analyse. Pour moi, je considère que c'est une commande politique. Mais je l'ai entendu dire quelque chose qui m'a un tout petit peu fait rigoler, parlant de son jeune âge. Disant que je fais peut-être partir de la vieille école, mais j'ai un peu l'impression d'avoir un vieillard devant moi, à la fois dans la manière de défendre un régime, parce que très souvent, les gens ne prennent pas suffisamment de recul quand ils sont dans les organisations politiques. Il y a une forme de militantisme qui est un militantisme moutonnier, qui est vraiment le militantisme de l'ancienne école, où on a un chef qui est quelque part un souverain, et tout ce qu'il dit est une vérité quasi biblique. Et à partir de là, les gens déroulent, ont exactement le même discours d'une personne à une autre. Le but est à chaque fois de confirmer ce qui me semble être des oui, mais là. Donc, vous n'allez pas dire oui, que tout est narratif construit quand même. Non, je vais juste c'était pour répondre à son histoire d'ancienne école. Je pense que souvent, il réinvente la roue. L'État existe depuis très longtemps, l'État a des valeurs, l'État a des manières de faire. Le ministère de l'économie et des finances, c'est l'un des ministères les plus fiables de l'administration sénégalaise. On a les fonctionnaires les plus compétents de l'administration sénégalaise, ça c'est connu depuis très longtemps. Et le ministère ne s'enferme pas dans son ministère pour produire ses chiffres, etc., à l'insu de tout le monde. Des organismes tels que le FMI, sont des organismes qui, pendant toute l'année, travaillent avec les différentes structures du ministère, et que donc dire que le FMI peut se faire dribbler, la Cour des comptes peut se faire dribbler, et qu'un jour, il y a quelqu'un qui s'appelle Ousmane Sonko qui sort. Je n'ai pas de problème avec Ousmane Sonko, j'ai un problème. Je n'ai pas de problème avec Ousmane Sonko en tant qu'individu, j'ai un problème avec le Premier ministre du Sénégal. Pour moi, il n'a pas encore changé de mindset. Il est toujours un opposant à l'ancien régime. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui est porteur d'un projet et qui déroule. Ça fait un an qu'on tourne en rond. Donc il n'y a pas de projet. Ça fait un an qu'on tourne en rond. Il n'y a absolument rien. Ça fait un an qu'on tourne. Vous avez dit qu'il n'y a pas de mesure. Je dis il n'y a absolument rien. Ça fait un an qu'on tourne en rond. Vous pouvez répondre aux 180 milliards. Non, mais dans ce cas, à Noba, beaucoup d'aveugles sont venus du Sénégal et qui m'ont dit qu'ils ont vu pousser des bâtiments, des infrastructures posées qui ne sont pas des vues de l'esprit, une réalité. Est-ce que si la corruption était si importante au Sénégal, on aurait eu le tram, on aurait eu cet aéroport-là reconstruit, réalisé de façon visible, là, avec des fonds qui existaient? Est-ce que cela aurait pu être si le gap de ce rapport, s'il était vrai, est-ce que les aveugles même auraient pu voir les réalisations opérées sous Macky Sall? Oui, la question des réalisations de Macky Sall a fait beaucoup de réalisations physiques.
Ça, on n'en disconvient pas. Mais c'est la pertinence en fait de ces réalisations qui pose problème. Nous, c'est ça notre véritable difficulté. Je prends l'exemple, le stade que nous avons, le stade Abdoulaye Wade. Ça nous a coûté plus de 150 milliards. Mais le stade n'est utilisé quasiment jamais. Donc, et c'est une dette de l'État. Oui, mais même le stade de Mbadjop, à un moment, depuis le temps qu'il a été construit, ça servait plus de concerts pour Youssou N'Dour que pour mais ça servait au moins de concerts. Le stade Amadou Barry aussi, c'était pareil. Plus de concerts pour Baba Mal que pour autre chose. Donc, mais ça avait une utilité. Au départ, c'est comme ça. Peut-être que le Sénégal va prétendre à la Coupe d'Afrique ou du monde. Oui, mais quand on dirige un pays pauvre, il faut se dire les choses. On est dans un pays hyper pauvre, très pauvre, parmi les 25 pays les plus pauvres du monde. Donc il faut éviter d'avoir des dépenses de prestige. C'est tout ce que nous disons. On peut avoir un stade, on a plusieurs stades au Sénégal, on aurait pu les rénover par exemple, les mettre en conformité avec les règles de la CAF, tout ça. Le terre qui nous a coûté quasiment le double plus de 1000 milliards si on prend le coût complet du terre. Mais ça réduit Mais aujourd'hui, le terre marche aussi sous perfusion parce qu'il faut continuer à subvention. Ce que nous disons, c'est que si Macky Sall s'était endetté pour 1000 milliards et qu'il mettait ça sur un projet structurant. Un projet structurant, c'est par exemple, quand on parle de la ligne Saint-Louis-Tambacounda, on sait que c'est l'axe qu'on pourrait développer avec les chemins de fer qui existaient déjà. Ça, c'est un projet qui va permettre, là où le train passe, il y aura de l'activité économique. Personne n'aurait contesté l'endettement. Mais ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est que Macky Sall s'est endetté pendant ces 12 années de présidence. Le taux d'endettement du Sénégal aujourd'hui, la dette du Sénégal, c'est plus de 18 000 milliards. Mais nous n'en avons pas encore. En train de me dire, vous n'êtes pas en train de répondre à ma question. C'est-à-dire, si ces réalisations-là n'avaient pas été, on aurait pu dire qu'il y a réellement eu corruption massive. Oui, mais en fait, ces réalisations n'ont pas eu l'impact qu'elles auraient dû avoir. C'est autre chose. Oui. Ce que je suis en train de dire, s'il y avait eu corruption, il n'y aurait pas eu tant de mais je vous donne un exemple. Moi, je travaille dans les marchés publics. Je connais assez bien dans pas mal de pays africains. Notre pays, ce n'est pas les réalisations, mais par exemple la surfacturation, les délais d'exécution sur les ouvrages publics. On fait un projet, on se dit que ce projet doit être exécuté sur 36 mois. Mais le projet va être exécuté sur 10 ans. Certes, il y a une réalisation, mais combien ça nous a coûté en termes de suivi, de délai? Donc ça coûte. Souvent, nos ouvrages, ça coûte le triple de ce qui était initialement prévu. Donc, il y a des dérapages. Par exemple, sur les marchés publics, il y a un système de surfacturation. Si on prend, par exemple, un dossier qui est très bien connu, que je pense que Malik pourra revenir dessus s'il veut, le dossier de l'ASER, par exemple, l'ASER, l'Agence sénégalaise de l'énergie rurale, de l'électricité, pour l'électrification rurale. C'est un dossier sur lequel on dit qu'il y a une surfacturation de plus de 30 milliards. Donc, c'est ça, en fait, le mal du Sénégal. C'est-à-dire que ce n'est pas tant les ouvrages en tant que tels, mais c'est le coût des ouvrages. Et donc, ça, c'est ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous voulons mettre un terme à cela. Ça ne sera pas facile. Je pense que pour ce mandat-là, ça va être un mandat où on va reconstruire les bases de l'économie du Sénégal, les fondamentaux. C'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, je suis étonné que Malik ne puisse pas... Je vais poser... Malik, pendant que l'opposition est en train de crier à un rapport qui, de fait, est controversé par rapport à l'opposition, autant il est clair que le Sénégal doit être construit. Est-ce que vous pouvez nous dire par quoi, comment faire maintenant pour que cette situation soit gérée et comment faire pour ressortir de la mauvaise note, de récupérer les 2 points enlevés par Modis? Voilà, il y a un garçon très, très prometteur qui s'appelle, je pense, Amadou Anne, qui disait que le problème du Sénégal aujourd'hui, c'est que c'est géré par des stagiaires sans maître de stage. Donc en parlant du premier mandat qui va concerner... Pendant le premier mandat, vous allez apprendre, mais... à mon avis, ça n'ira pas très loin parce que les besoins sont des besoins qui sont relativement urgents. Ce que vous avez dit, vous avez parlé de laser. Il y a eu un scandale, un des scandales de laser. 5 milliards qui ont été touchés par un personnage, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Ça, ce sont les questions qu'on pose aussi aujourd'hui. Je vais juste terminer. Bon, je crois que j'ai été relativement gentil. Vous êtes gentil aussi. Donc, on va juste s'écouter. Alors, laser,
c'est vraiment le contre-exemple qu'il ne faut jamais donner. Quand on a un régime qui crie partout, qui parle de souveraineté, etc. et tout ça, et qui, au niveau de l'Azer, va récupérer un marché géré par une entreprise, je vais vite, une entreprise sénégalaise pour donner ça, entreprise sénégalaise qui était contractante avec une entreprise espagnole, qui va contourner cette entreprise sénégalaise pour dealer directement avec l'entreprise étrangère, ça pose problème. Non, après, ça, c'est pas connaître le dossier. D'accord, oui, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Oui, mais alors, je ne sais pas si je peux parler, mais... non, mais là, ce que vous dites, c'est totalement en déphasage avec la réalité. Laissez-le parler, parce que... Le scandale... J'aimerais bien quand même revenir là-dessus. Oui, après, vous reviendrez, laissez-le développer, vous avez assez parlé. Vous avez entendu parler du scandale de l'Azer. Mais je le connais très bien. Non, mais je veux dire... Ce que vous dites, ce n'est pas exactement la vérité. Oui, vous aurez le temps de rebondir, mais il faut qu'il développe. Le problème, il n'est pas de passer son temps à nier des choses externes. Non, mais c'est pas nier les choses. Le dossier de l'Azer est un dossier. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Non, c'est vous qui en avez parlé. C'est juste un exemple. On va pas perdre du temps. On va pas perdre du temps là-dessus. Mais je veux dire, c'est un des scandales du premier régime. Oui, mais là, j'aurais voulu que dans cette dernière partie, on aille quand même aux solutions à proposer. Non, à la proposition des solutions, parce que le Sénégal ne peut pas rester dans cette incertitude. L'insincérité des choses font que c'est le peuple, le bas peuple qui va en pâtir. Donc il faudrait que quand vous êtes des cadres, des patriotes, si la solution de sortie de crise doit venir de vous, pour redresser votre économie, il faut autant y aller. D'accord. Je voulais juste amener une petite parenthèse sur les investissements, les réalisations qui ont été effectuées par le régime de Macky Sall. En termes d'autoroutes, d'infrastructures, etc., il y en a eu beaucoup. Est-ce que ces investissements étaient tous prioritaires? Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des investissements qui n'étaient pas prioritaires. Est-ce que le fait qu'il y ait eu beaucoup d'investissements justifie qu'il n'y ait pas eu de corruption? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas aussi. Quelle est l'ampleur de la corruption? Je ne la sais pas. Je ne sais pas exactement, mais je sais que il y a peut-être des problèmes d'orientation qui auraient dû être de meilleure orientation qui aurait dû être faite. Maintenant, par rapport à l'avenir, je pense que par rapport à l'avenir, le problème principal que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est comment occuper cette jeunesse qui représente 50% de la population sénégalaise a moins de 20 ans. 75% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Moins de 20 ans, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui faire un effort colossal sur la formation, mais sur une formation professionnalisante. Ne pas laisser les gens suivre les cursus traditionnels, brevets, baccalauréat, licence, master, etc. et tout ça. Il faut aujourd'hui professionnaliser l'enseignement. On a besoin de gens qui ont des CAP, des gens qui ont des BEP, des gens qui ont des mécaniciens. Et aussi la construction de l'économie du Sénégal avec le raffinement de son pétrole. Bien sûr, mais je pense que là, on a... Ça fait qu'il rejoint le club du Nigeria. Là je pense qu'il y a des points de convergence. Je pense que le pétrole et le gaz sénégalais doivent être transformés chez nous pour que la plus-value créée soit la plus-value locale. Je pense que nous avons suffisamment de ressources humaines de qualité. S'il y a aujourd'hui une volonté politique, ça se fera. Ce qu'il faut éviter, c'est de produire pour aller vendre cette matière première-là et puis de racheter ça transformé. Plus cher. Voilà. Donc, je parlais de la formation, une formation professionnalisante. Il y a aussi la question de la souveraineté alimentaire. Je pense qu'au niveau de l'agriculture, il y a des efforts énormes à faire en termes de mécanisation, en termes d'irrigation, mais aussi en termes d'intéressement de cette jeunesse. Ah oui, mais là, il y a quelques années, j'ai rencontré l'un de vos ministres de l'agriculture, je crois un certain Diop, Seydou Diop ou non? Non, je sais. Il est très grand de taille, il était ministre en 2021, je crois. Très grande de taille, très grande de taille, au deuxième plus grand salon d'agriculture du monde en Bretagne.
qui disait, accompagné du ministre malien de l'Agriculture, que le Sénégal était vraiment bien avancé par rapport au Mali, qui est tributaire du djihadisme. Non, mais ça, c'est déjà. Mais allez-y. Oui, vas-y. Donc j'étais en train de dérouler. Donc j'ai parlé de formation professionnalisante, j'ai parlé du secteur de l'agriculture, mais aussi il y a le tertiaire. Il faut aujourd'hui. Mais sur l'agriculture, par exemple. Ouais, sur l'agriculture, j'ai rebondi là-dessus justement. Il y a eu vous avez même pu créer une race de moutons sous Macky Sall. Le secteur agricole défaillant du Mali a été corrigé et revu en bien par les Sénégalais pour le Sénégal. Le problème du Sénégal, en fait, en matière Le Sénégalais n'achète plus le mouton en dépendant de l'arrivée du mouton au Mali. On a toujours ce problème quand même. Hein. Il y a un manque, en fait. Aujourd'hui, encore on a ce déficit. Le ministre de l'Agriculture, je pense qu'on a un excellent ministre de l'Agriculture qui connaît très bien ce secteur. Le principal problème du Sénégal en matière d'agriculture, c'est le fait qu'on ne travaille pas sur toute l'année. Et pour répondre à cette problématique, parce que vous avez bien posé la question à Malik, hein, il fait des vœux pieux, mais il ne nous donne pas en fait une idée précise de ce qu'il faut faire. S'il s'agit de critiquer le gouvernement, c'est toujours simple, mais on mais il a donné des propositions. Je crois que vous avez vous êtes d'accord que vous n'allez pas, vous êtes d'accord que vous n'allez pas vous entendre, vous mettre d'accord. Merci beaucoup, mais je continue. C'est vous qui êtes d'accord pour ça. Hein? Oui, mais je dirais que sur l'agriculture du Sénégal, un problème c'est la pluviométrie en fait. C'est quasiment un problème, on va dire, qu'on trouve dans la sous-région en Afrique. Et pour répondre à cette problématique, c'est ce qu'on propose. Oui, le Burkina aussi a les mêmes Exactement, problèmes. Exactement, mais c'est les mêmes problèmes. Mais le Burkina s'en sort mieux que le Sénégal. Le Sénégalais est un peu trop citadin, non? Un peu trop... je sais où est-ce qu'il va. Compte tenu de ce que tu disais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le projet, en tout cas, on a ce qu'on appelle le grand transfert d'eau et aussi l'autoroute de l'eau, qui permettrait en réalité... un projet du PSE de Macky Sall. Il faut arrêter, je pense que... Non, mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Allez-y. Ne vous faites pas de mal. Vous pouvez vous battre, vous pouvez vous tuer, mais ne vous faites pas de mal. Non, les Sénégalais... Je vous laisse parler. Même dans nos familles, c'est comme ça que ça se passe. Nous avons 2 minutes avant la fin de l'émission. Tout à fait. Je vous laisse alors... Ce que je voulais dire, c'est plutôt... Ce sont des projets... Vas-y. C'est aussi simple que ça. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, ça, c'est des projets qui sont structurants pour la jeunesse, pour l'économie du Sénégal. Et je dirais ces types de projets, souvent... On a des bonnes idées en fait au Sénégal, mais ce qui pose problème, c'est là où on va trouver l'argent. Et tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, j'ai donné des solutions où on peut aller chercher de l'argent pour financer ces projets. Parce que comme vous le dites, les bonnes idées, il y en a toujours eu depuis 5 ans. Hein. Mais la vraie question, c'est qui va faire quoi? Qui va exécuter? Et nous, c'est sur ce point-là qu'on est focalisé. Est-ce qu'aujourd'hui, on va agir? Et c'est ce qu'on compte faire. Vous avez vu les pôles territoriaux que nous voulons proposer aux Sénégalais. C'est une théorie. C'est pas de la théorie. Bon. On vient d'arriver au pouvoir. Alors, vous aussi, vous êtes d'accord que vous ne serez pas d'accord avec Noba Kadjali? Je voulais juste terminer par rapport aux autoroutes de l'eau. Oui, parce que c'est la fin de l'émission. Mais je termine juste sur le point sur les... Vous avez parlé des autoroutes... Non, mais je voulais juste terminer sur les pôles territoriaux. Parce que ce qu'on imagine, c'est que c'est mettre en valeur, en fait, les atouts de chaque territoire. C'est réfléchir pour fixer les populations. Par exemple, moi, je suis de la région du Sine Saloum. Il y a beaucoup de gens qui cultivent, il y a l'agriculture. Donc, s'il y a beaucoup d'agriculteurs dans ces zones et on fait venir l'eau, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui sont des paysans. Ils ne vont pas aller à Dakar pour aller chercher un travail après la fin de la période de la saison des pluies. Donc, ils vont rester chez eux et cultiver. Et le modèle qu'on veut aussi mettre en œuvre, c'est que si vous avez 1 hectare de terre, vous pouvez faire de la production si vous êtes financé. Donc la question, c'est de pouvoir apporter en fait une solution aux populations là où ils se trouvent en réalité. Alors que pendant les anciens régimes, ce qu'on a constaté, c'est que la majeure partie des investissements de ce pays-là ont été faits entre Dakar et récemment, on a étendu un peu la zone d'investissement pour aller jusqu'à Diamniadio, mais ce n'est pas encore le cas parce que c'est vrai que certes, dans cette zone, il y a à peu près 4 millions de Sénégalais qui vivent dans cette zone-là, Dakar et un peu si on va jusqu'à Diamniadio, mais on regarde plus de la moitié des investissements du Sénégal restent dans cette zone. Donc il faut investir dans les zones reculées
où moi, si par exemple je suis un Kaolackois, j'arrive à trouver du travail à Kaolack et que j'ai ma famille, je n'ai pas aucun intérêt à aller jusqu'à Dakar. Donc je vais rester. Et donc c'est ce que Qu'est-ce que vous proposez pour celui qui est à Louga, qui n'a pas de cours d'eau, qui n'a pas d'usine? À Louga, par exemple, c'est pourquoi je parlais des pôles territoriaux. Parce que, par exemple, à Louga, c'est l'élevage. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est le ferlo un peu, donc c'est l'élevage. Donc il faut investir en mouton pour qu'on ait cette autosuffisance. Pour le Fouta, où il y a des cours d'eau qui passent, pour le Fouta, pour le Fouta, c'est l'agriculture. On va donner le dernier mot à votre aîné. Voilà. Donc tu vois, c'est avantageux d'être vieux, n'est-ce pas? Hein? Bon. Non, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire. Il pourra vous repasser la balle pour un dernier mot juvénile. Non, mais je veux bien quand même dire un dernier mot. C'est juste un petit clin d'œil. Ce pays nous appartient à tous. Aujourd'hui, je pense que personne ne souhaite l'échec du Sénégal. On peut être pour ou contre un régime, mais quand ça va mal au pays, ça va mal pour tout le monde. Et ça va beaucoup plus mal pour ceux qui sont au niveau de la diaspora, qui sont obligés aujourd'hui de faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir en tout cas aller au secours des populations. Depuis 1 an, ils ne font qu'inaugurer les réalisations du président Macky Sall. Alors, il a bifurqué en parlant des autoroutes de l'eau. Les autoroutes de l'eau sont un projet du PSE financé par le régime de Macky Sall. Et donc, non. Alors, je vous demande tout simplement d'aller voir depuis quand. Ça ne vient absolument pas du nouveau régime. Ils ont trouvé les autoroutes de l'eau et le financement. Ensuite, l'État étant une continuité. L'État étant en continuité. Sauf que des fois, l'État n'est pas une continuité pour eux. D'ailleurs, une anecdote qui est assez souriante, le président de la République va aller inaugurer un musée dédié au prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Sauf que ce musée a déjà été inauguré par le président Macky Sall. Donc, on va lui permettre encore, en toute juvénilité, de donner quelques mots pour clore cette Donc moi, là où je voulais en terminer, c'est donc déjà merci de ce débat. Je pense que l'État du Sénégal aujourd'hui est face à un tournant de notre histoire, de ce que nous vivons, parce que moi, je n'ai jamais été engagé en politique. Et ce que je trouve extraordinaire, en tout cas dans notre engagement pour les jeunes que je connais de la diaspora, c'est qu'on a changé la manière de faire de la politique au Sénégal aujourd'hui. Allez-y un peu vite. Oui, on a changé la manière de faire de la politique aujourd'hui. Et nous ne sommes pas liés à Ousmane Sonko parce que c'est Ousmane Sonko. Nous sommes liés à Ousmane Sonko parce que nous avons la même vision. Oui, mais ça, c'est pas. Vous lui répondez à Non, mais je veux dire. C'est pas une proposition pour le pays. C'est une conclusion que je voulais en finir par là. Dans ce cas, c'est la fin de cette émission. Nous nous retrouverons très vite, très prochainement, pour d'autres émissions, pour d'autres tumultes. Nous avions sur le plateau, là, tout de suite maintenant, 2 beaux garçons de générations différentes. Un beau garçon et un vieux. Non, vous êtes 2 beaux garçons, même si lui veut insister sur le décalage de génération. Vous êtes 2 beaux garçons. Mais je suis donc Kadjali Noba, membre de la commission finance du PASTEF France, et Malik Youm, responsable France de Taraou, du parti Taraou Sénégal, de Khalifa Sall et de Barthélémy Diaz. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Comme beaucoup. À notre habitude maintenant, une pensée pour les enfants, les femmes et tout ce qui souffre à Béni, à Goma, à Bukavu, à Kolwezi, enfin, tous ceux qui payent tribut dans l'est de la RDC. Merci à vous.